Bon, Vincent. En fait, le but d'une telle rencontre, ce n'est pas de vous bourrer d'informations, même s'il y a des choses qui se passent d'une façon spectaculaire à l'heure actuelle. C'est-à-dire, Père Marc-Antoine, quand il m'a demandé de présenter ce que j'ai présenté à Sainte-Croix, je savais dans mon cœur que je ne peux pas pouvoir présenter exactement la même chose. C'est-à-dire, chaque fois où je me trouve quelque part, ça se réinvente en quelque sorte en fonction de ceux qui sont là. Donc, vraiment, pour ce soir, à la fois, nous avons, disons, une sorte de base de données, si on peut dire comme ça, quelque chose que je peux vous transmettre en tant qu'information qui est plus ou moins la même chose, mais en même temps, mon discours, si vous voulez, de ce soir sera nécessairement différent, c'est-à-dire adapté par rapport à ce que je ressens à transmettre ce soir. Donc, dans le dernier temps, j'ai dit aussi à Sainte-Croix, je le dis aussi ce soir, en fait, il y a tellement de choses qui se passent que c'est pas trop difficile finalement d'impressionner les autres en disant, vous voyez, le monde va d'une façon un peu accélérée, si on peut dire, il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui vont bousculer complètement notre vie. Ça, c'est en train de se produire avec des nuances qui se sont précisées entre-temps. Par exemple, je commence avec les dernières nuances. C'est-à-dire, après l'année, qu'on peut dire l'année par excellence de ChatGPT, par exemple, vous êtes au courant que tout le monde est au courant qu'il y a quelque chose qui s'appelle ChatGPT. Sinon, je donne des petites explications. Donc, si vous voulez, c'est une plateforme, c'est des algorithmes de type intelligence artificielle. Tout ça, on peut développer et expliquer, mais je n'entre pas dans trop de détails. Donc, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative. Donc, il y a une façon d'appliquer les algorithmes qui donne des résultats, disons, impressionnants, au moins jusqu'à ce moment-là, étant donné que presque pour la première fois, nous avons affaire à une sorte de créativité jamais soupçonnée qu'elle puisse se produire de la part des algorithmes, par exemple. Donc, du coup, elle est présentée spécialement, c'est psychologique, je pense, elle est présentée comme une sorte de chat. Vous connaissez les applications de chat. Chatter, ça veut dire échanger. Voilà, échanger. Donc, elle est faite exprès de cette façon. Et le texte se développe devant nos yeux. C'est-à-dire, ça donne au moins une impression d'interactivité voilà, forte, si on peut dire. Et après, le texte se construit devant nous. Et le texte, en fait, si vous voulez, derrière le texte, c'est un calcul de probabilité par rapport à ce qu'on demande, nous. Il y a des algorithmes qui calculent tout simplement avec la probabilité la plus grande que les informations qu'ils présentent correspondent à ce qu'on leur demande. Pardonnez-moi, je suis après une journée de travail. Quand je dis une journée, une pleine journée de travail à partir de ce matin. On fait 2 journées de travail constantes, donc il se peut que parfois je cherche mes paroles, mes mots, mes termes, si on peut dire. Donc, le ChatGPT, c'est la grande nouvelle concernant le fonctionnement de l'intelligence artificielle basée sur un principe qui s'appelle Deep Learning. Ça veut dire attention profonde, si on peut dire. C'est-à-dire, derrière, il y a des algorithmes qu'on a façonnés de telle façon qu'ils répondent mieux par rapport à un besoin. Le besoin à l'heure actuelle, par exemple, c'est il y a des besoins différents, mais le ChatGPT, ce qui est impressionnant chez ChatGPT, c'est le fait que pour la première fois dans l'histoire, je dirais, de l'humanité, ou l'histoire récente, comment l'histoire du développement des systèmes informatiques, quand même, il peut, par exemple, vous corriger des programmes, c'est-à-dire des lignes de code, vous produire des lignes de code, par exemple. Vous lui donnez, vous savez, les informaticiens qui restaient longtemps pour trouver où se trouve l'erreur, ou pourquoi le programme ne répond pas selon ce que j'attendais de sa part et tout ça.
Vous mettez les lignes de code dans le chat GPT, vous dévoilez tout de suite où se trouve le problème. Parce qu'il est capable, pour la première fois, je dirais, pour un tel système, de produire des lignes de code. C'est-à-dire, vous pouvez lui dire, fais un programme qui fait comme ça. Et lui, il le fait. Il vous donne les lignes de code. C'est comme quelqu'un qui programme. Et ça, c'est impressionnant, c'est du jamais vu. Après, on peut lui demander des informations différentes, des informations du monde entier, façon Google, si on peut dire. Sauf que sa puissance réside dans une autre façon de produire l'information par les algorithmes, par le principe de deep learning. Donc, ces résultats sont un peu différents. Je fais encore une parenthèse de précision et après je passe dans le sujet, le vif du sujet. En fait, nous on demande au programme quelque chose, mais on était bien conscient du fait que leur créativité était, je dirais, nulle. C'est-à-dire, un algorithme, c'est ce que je dis à ce programme qu'il fasse, et lui, il fait ce que je lui demande. Par contre, maintenant, les algorithmes, ce genre d'algorithme d'intelligence artificielle fonctionne avec énormément de paramètres. Imaginez un programme qui a des millions de paramètres. Donc, il commence à façonner lui-même les paramètres de telle façon qu'en fait, le processus, entre guillemets, de sa pensée, ça m'échappe complètement. Je ne sais pas comment il arrive à tel ou tel résultat. Encore plus, il me paraît très humble, si je peux dire. C'est-à-dire, si je lui dis, ah, tu te trompes, tu dis des bêtises ici, pardonnez-moi, je suis un système informatique, je ne peux pas, c'est long, voilà, mais si je lui demande, il produit de nouveau. Et ça, c'est impressionnant, c'est pour la première fois. Donc, pour vous dire qu'en fait, la nouveauté absolue de 2023, ou le côté intelligence artificielle, c'était la sortie sur le marché d'un programme qui, du coup, il peut faire des choses qu'on n'a jamais imaginé de les avoir de la part d'un système de calcul. En fait, c'est un outil. Nous avons évoqué à l'université d'été le syntagme perroquet statistique. Ça veut dire qu'il répète ce qu'il trouve dans des bases de données énormes partout dans le monde, selon un jeu de probabilités différentes. Il compose quelque chose, et soyons honnêtes, en français, en anglais, moi en roumain, mais il connaît beaucoup de langues. On peut l'écrire dans n'importe quelle langue, il connaît, entre guillemets. Il peut répondre dans des langues différentes, parce qu'il utilise des bases de données dans des langues différentes. Voilà. Et donc, lui, il peut répondre, et en général, les réponses sont à un niveau jamais espéré de la part d'un système de calcul. Donc, du coup, ça a bouleversé la conscience des gens. Ils se sont précipités à faire des affaires avec ChatGPT. On lui demandait, par exemple, au lieu d'écrire un article, qu'il produise lui-même un article, ils allaient vers les magazines pour proposer tout ça. Il y a tant de gens qui composent des romans maintenant sur ChatGPT. Quelle est la différence entre l'humain et le ChatGPT? Mais l'humain, c'est sa créativité, mais par contre, c'est limité au niveau des informations, de bases de données, tout ça. J'ai pas le temps, j'ai pas l'accès d'aller à British Library, par exemple, et de chercher. Mais lui, il a des accès en ligne, et je sais pas, il sait où s'intéresser pour avoir des informations que moi, je ne peux pas toucher. Donc, imaginez la quantité, je dis, plus qu'énorme de données, et ça correspond à une mentalité qui s'installe au fur et à mesure dans le monde actuel, c'est-à-dire la gestion des bases de données, si on peut dire, ou des quantités de données immenses. En fait, depuis que Silicon Valley a un succès, je dirais, dans cette direction, c'est que, en fait, nous avons affaire avec des quantités de données immenses. Il y a certains qui disent des tsunamis de données, qui s'appellent des datanami, si on peut dire. Vous voyez, par exemple. C'est-à-dire, le système actuel, et depuis l'apparition de Google, on se donne la peine de pouvoir sélectionner dans des quantités de données immenses ce qui nous intéresse. Sauf que maintenant, les algorithmes ont évolué et on exploite, si vous voulez, cet algorithme-là d'une façon qu'on
on n'aurait jamais imaginé que ça peut se faire. C'est ça la nouvelle. Ok. Par rapport à ça, ce qu'on va toucher ce soir, il y a deux aspects différents. L'attractivité et l'addiction digitale et l'offre irrésistible de l'intelligence artificielle IA générative. IA générative, vous la voyez manifeste sur le chat GPT. Pourquoi ça nous touche? Mais ça nous touche parce que, en fait, ça touche nos vies. Tout ce qui concerne la vie, c'est d'une importance théologique aussi pour nous. Tout ce qui modifie notre vie, mais ça nous intéresse, que ça soit analysé ou senti ou discerné avec un discernement spirituel, parce que ça entraîne des changements qui peuvent être redoutables. Je donne un exemple, l'exemple de ma femme, qui est interprète et traductrice, qui essaie de faire au maximum ou le mieux son travail. Sur 10 offres à l'heure actuelle de travail, par exemple, en privé, je parle, apparemment 7 d'entre elles, c'est des offres moins payées qu'avant, qui sont dédiées à entraîner un système d'intelligence artificielle pour qu'il puisse devenir un interprète meilleur, disons. C'est-à-dire, tu travailles pour cette machine, qu'elle s'améliore, et dans quelques années, mais elle sera suffisamment puissante pour te remplacer. Et à l'heure actuelle, c'est maintenant. Quand elle regarde, par exemple, les offres de travail, il doit sillonner comme ça pour éviter que ça, voilà. Après, c'est une question on verra ce qu'on va faire pour l'avenir, mais je donne l'exemple d'un métier qui est dans cette difficulté. Et vous imaginez les vies derrière, voilà, qui se trouvent dans cette situation. Il y a beaucoup d'autres métiers, le métier de médecin. On va détailler un petit peu ça plus tard. Donc, mais je commence avec l'attractivité, l'addiction digitale. Je ne sais pas si vous voyez si c'est suffisamment grand. En fait, voilà, parce que nous on imagine qu'il y a beaucoup de temps, mais en fait les choses passent tellement vite. Voilà, donc en fait à l'heure actuelle, si vous voulez, l'univers digital, ça concerne, je dirais, presque tout le monde. Ceux qui sont les résistants, c'est-à-dire qui ne veulent pas entrer trop, ils seront au fur et à mesure dans la situation de rencontrer des vraies difficultés à pouvoir gérer leur vie réelle, je parle, parce que on est en train et ça je vous le dis, parce que je sais, parce que ma femme a participé à des formations avec des très hauts niveaux, voilà, des gens qui proposent le lendemain, si on peut dire, et qui commencent à réfléchir. Par exemple, pour le contribuable, pour celui qui mène sa vie en France, à un certain moment, nous aurons, ça a commencé déjà, nous aurons ici, je dirais un avatar, quelqu'un qui nous représente dans le monde virtuel, là où il va devoir payer les impôts, accéder à différents organismes qui nous concernent et tout ça. C'est-à-dire, ça passe au fur et à mesure, la gestion de tout ce qui concerne ma participation, disons, sociale dans un pays, ça risque d'être de plus en plus digitalisé, informatisé, et mon identité numérique qui existe déjà sera remplacée au fur et à mesure, si ça va continuer dans cette direction. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui va se passer, mais la tendance, c'est de fabriquer un alter ego, si on peut dire, informatisé, qui sera que nous serons nous-mêmes dans le monde informatique. Là, on va pouvoir faire des choses qu'actuellement, nous ne le faisons que dans le monde réel. La relation avec les impôts, tant de choses. Voilà. Oui. C'est déjà le cas sur les services. Tout l'État a acheté les services d'OpenAI génératifs pour répondre aux ça, c'est une autre dimension. C'est-à-dire, cette année, on est tellement enthousiaste par rapport à ce que le ChatGPT a pu générer. Je ne dis pas que c'est uniquement l'application ChatGPT qui est importante. Je dis le principe de deep learning marche mieux que prévu, si on peut dire. Et donc, il y aura d'autres, en fait, on utilise le pluriel, intelligence artificielle au pluriel, c'est-à-dire des systèmes informatisés en utilisant ce genre d'algorithme
qui vont pouvoir s'adapter d'une façon, d'une façon impressionnante, je dirais, par rapport à tout ce qu'on connaissait auparavant, pour des tâches différentes, pour des missions différentes dans la société. Donc, aujourd'hui, les entreprises cherchent en toute vitesse, si on peut dire, d'intégrer ce genre de système dans leur fonctionnement. Sauf que, nuance, il y a un jour ou 2 jours, il y a des articles qui commencent à apparaître et qui nous disent « Oh, attention quand même, l'année prochaine, il y aura une sorte de vente froide, si on peut dire, par rapport à ChatGPT. » Pourquoi? Parce qu'on commence à calculer aussi combien ça coûte pour s'offrir ce genre de système. Et en réalité, il y a un coût à l'heure actuelle énorme ou important quand même pour pouvoir se permettre ce genre d'outils. Donc, à un certain moment, il y aura un moment de vérité, je dirais, entre ce que je peux obtenir avec ce genre de système et le coût derrière de ce système. Donc, on est en train de passer à une phase, disons, plus réaliste. Mais le système en soi, si tu as tout l'argent pour pouvoir investir, il te promet à l'heure actuelle des choses, je dirais, insoupçonnées par rapport à tout ce qu'on prévoyait auparavant. Et ça, c'est important, ça attire beaucoup. Il y a des gens qui réfléchissent comment utiliser ce système pour faire de l'argent au plus vite. Et le métier qui est supposé être le mieux payé dans l'avenir proche, c'est le métier qui s'invente maintenant, il est en train de surgir comme ça, qui est génie, je ne sais pas comment ils l'ont nommé. C'est un monsieur qui doit savoir mieux que les autres comment demander, par exemple, à ChatGPT au système d'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment présenter le problème pour qu'on puisse avoir le maximum au niveau de réponse. Et ce métier, il est chiffré à, je ne sais pas, 150 000 euros par an ou quelque chose comme ça, à l'heure actuelle. Il y a des gens qui essaient de se former là-dessus. Donc, pour vous dire qu'en fait, il y a un bouleversement qui n'est pas validé complètement, il faut voir les années suivantes, mais quand même, ça a provoqué un intérêt immense. Jamais un système de ce genre n'a pu donner tant d'espoir, d'interrogation par rapport à ce qui va se produire par la suite. Et c'est pour cela que les gouvernements ont commencé, la Commission européenne, voilà, et tout ça. Il y a tant d'organismes qui essaient de régulariser maintenant l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que, pour faire un calcul très simple, on imagine le nombre des emplois qu'on perd à cause de lui, quelque chose d'immense, et le nombre d'emplois qu'on apporte, si on peut dire, en l'utilisant, peut-être au maximum la moitié de ce qu'on perd. Donc, vous voyez, donc, du coup, ça se présente d'une façon préoccupante. L'attractivité digitale et l'addition, en fait, l'attractivité. Donc, ça, c'est un autre chapitre qui va en commun avec l'autre. On est dans un monde qui présente les produits de ce genre, les produits informatisés, si vous voulez, ça rentre facilement dans nos vies et dans nos préoccupations, dans nos habitudes. Par exemple, on n'a jamais vu auparavant, il y a 20 ans, par exemple, quand quelqu'un faisait un produit, mais si tu achetais le produit, tu pouvais l'avoir. Maintenant, c'est différent. C'est-à-dire, avec l'accès, avec la démocratisation de l'accès Internet, par exemple, le but, c'est qu'il rentre dans ta maison et tu n'arrives plus à le sortir. Je vous donne un exemple. Par exemple, les protections contre les virus, par exemple. Il y a AVG, par exemple, qui était gratuit tout le temps. Mais tu t'habitues avec, à un certain moment, il te dit, mais si tu paies un tout petit peu, mais ils font des offres alléchantes, à un certain moment, tu ne résistes pas. Voilà, pour plusieurs ordinateurs, mais tu ajoutes encore quelque chose, voilà, et tout ça. Il est rentré dans ton ordinateur, ça marche bien. On ne te demandait pas grand-chose. Si tu veux continuer avec la version gratuite, tu peux faire, voilà, à l'infini, finalement. Mais ils te disent, oui, mais si tu ajoutes un petit paiement, on peut t'offrir des choses et tu seras rassuré par rapport à tout ce qui peut arriver depuis l'Internet. Et depuis l'Internet, l'Internet peut te livrer beaucoup de menaces, finalement.
tu as tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre, et tu vois bien que tu es assuré pour un seul chapitre. C'est gratuit. Mais pour le reste, oui, si tu donnes un tout petit peu, quand même, voilà. Et du coup, en fait, c'est une psychologie impressionnante finalement. Parce que le but à l'heure actuelle, d'un côté, c'est de t'attirer pour que tu dépenses le maximum de temps en ligne, parce que Internet démocratisé, ça veut dire 24 sur 24. Tu peux rester tout le temps. Tu restes tout le temps. Ou au moins, ton ordinateur, tu le laisses tout le temps. Sauf que tu es une présence humaine, tu as ta propre vie. À un certain moment, tu peux dire à n'importe quel moment, mais il y a quand même quelque chose, je dirais, d'intéressant qui t'attire maintenant, qui t'attire maintenant, qui t'attire maintenant. J'étais en train de penser à ça quand je venais ici. Mais oui, mais si tu réponds oui, tu réponds oui, tu réponds oui, tu réponds oui, tu n'es plus la même personne. Ça te structure au fur et à mesure. Tu deviens ce que tu consommes. Tu deviens ce que tu es, ce que en Roumanie on disait tu es ce que tu fais, par exemple. Ce que tu fais te structure, tu deviens. Mais si tu fais ça, au fur et à mesure, il y a une composante à toi qui devient extrêmement importante. C'est pour cela que je dirais toujours pour la première fois, au moins dans l'histoire récente, Claude Larcher a proposé le carême informatique, si on peut dire, c'est-à-dire que tu t'abstiens aussi à utiliser les produits informatiques. Parce que tout ce qui t'attire à utiliser sans cesse, sans limite, à un certain moment, il faut que tu fasses quand même un exercice de pouvoir dire, mais non, je mets de côté, voilà, je m'abstiens tout simplement. Okay? Donc, cette attractivité, je vous donne que des nouvelles, si on peut dire des nouvelles un peu dans le dernier quelques années. En fait, toujours pour la première fois dans notre histoire au moins récente, ou pour l'histoire de l'humanité, je dirais, ceux qui ont des métiers, psychologues, neurologues, psychiatres, sont invités et payés pour qu'ils développent des produits qui sont tellement attirants qu'on n'arrive plus à leur dire non. Donc, au lieu de te protéger, de protéger ta santé, si, il y en a d'autres qui seront payés par toi pour protéger ta santé. Mais devant toi, je dirais, jour et nuit, il y a des gens qui font leur travail pour que ça devienne intéressant. Et comment ça devient intéressant? Pour la première fois, étant donné que les algorithmes savent d'une façon précise ce qui t'attire parce que tu as fait tes recherches, donc eux, ils stockent tout ça. Donc, dès que tu es en ligne, tu donnes signe comme quoi tu es en ligne, eux, ils commencent à te proposer, par des réclames, par de tout ce qui peut arriver chez toi, exactement ce qui t'intéresse. Ça, c'est, maintenant, vous le connaissez très bien. Tu as cherché un produit et après, par la suite, il y a d'autres produits de même genre qui vont se présenter, tout ça. Donc, mais il y a une tendance impressionnante. Si tu dépenses beaucoup de temps en ligne, il va t'englober avec des produits, avec des propositions, avec des propos, avec des informations, avec des vidéos, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Des choses qui sont reliées, selon leurs algorithmes, à tes centres d'intérêt. Et donc, tu as un monde devant toi qui s'adapte à ce que tu es. Mais si par exemple, tu sombres dans des choses mauvaises, mais il va te proposer davantage et davantage. Et à un certain moment, tu perds tes repères parce que comme tu n'es plus dans le monde réel, où les gens peuvent être ou pas d'accord avec toi, tu es entouré par des choses qui plaisent, qui t'attirent, voilà et tout ça. Vous imaginez ce que ça donne sur ta personnalité. J'ajoute à ça le fait que si je fonctionne dans les réseaux sociaux, par exemple, mais oui, mais tes amis sont exactement les amis que tu aimes les avoir, pour le reste, tu les bloques. Donc finalement, s'ils ne sont pas d'accord avec toi, tu les rejettes, et s'ils sont d'accord avec toi, tu les acceptes. Bon, je caricaturise ça un petit peu, mais quand même, plus ou moins, ça revient à ça à un certain moment.
Et donc, tu penses que tout le monde pense comme toi, que tu es quelqu'un qui va influencer les autres. Bon, mais c'est extraordinaire d'influencer les autres parce qu'il y a des choses à dire aux autres. Et du coup, le monde autour de toi, c'est le monde qui accepte ce rôle pour toi. Je donnais un exemple par rapport à l'attractivité. Vous vous rendez compte, l'attractivité, elle est bien présente. Adam Adler, qui est un spécialiste là-dessus, il dit, le problème, ce n'est pas le fait que tu es attiré par ce genre de choses. Le problème, c'est que tu n'arrives plus à jouer de ton discernement et ton équilibre, si on peut dire par rapport à ça, parce que derrière l'écran, il y a une équipe d'une centaine de personnes qui fait en sorte que ça soit vraiment tellement attirant pour toi que tu ne peux plus répondre. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'échapper à ça. Et ça, c'est programmatique, si on peut dire. C'est-à-dire on a les intentions que ça soit comme ça. Il y a des gens qui disaient que le Facebook était intéressant, disons il y a 10 ans, 15 ans, que maintenant il est addictif. Donc, parce qu'il a évolué lui aussi. Vous voyez, des produits qui étaient plus ou moins inoffensifs, au moins désiraient que ça soit comme ça, au fur et à mesure ils avancent. Okay, donc, pour revenir sur l'attractivité et l'addiction digitale, peut-être vous avez lu ici, on exploite les vulnérabilités de la psychologie de chacun d'entre nous. Par des algorithmes toujours, tout est automatique, si on peut dire. Donc, on peut le nommer comme ça, incitation, mais ça devient un principe, c'est-à-dire la valeur d'une telle entreprise, c'est le temps que moi j'ai dépensé en ligne. Si on ajoute des heures, ça veut dire qu'elle est importante pour moi, et elle gagne au niveau de valeur sur le marché. Donc, c'est un système. Et attraction devient irrésistible à un certain moment. Donc, imaginez, statistiquement parlant, dans le monde entier, il y a des catégories qui sont plus exposées que les autres. Par exemple, les enfants qui n'ont pas le système cérébral complètement développé, on le trouve dans TikTok. TikTok, par exemple, ça devient un outil formidable pas d'attirer, de piéger, si on peut dire, les jeunes. Il est fait comme ça. Okay? C'est des petites choses qui sont courtes. Tu n'as pas besoin d'énormément d'intelligence pour comprendre un message. Après, on te demande de faire des gestes, de faire, voilà, et tout ça. Des choses accessibles, si on peut dire. Tu accumules des likes, si on peut dire, comme ça, d'une façon extrêmement rapide. Et après, pour que ça devienne addictif, quand tu fais une action, tu n'as pas nécessairement une réponse bien établie. Parfois, on te répond, parfois, on ne te répond pas. Tu as la tendance de lancer de nouveau, pour tirer le poisson le plus grand, c'est-à-dire vraiment, quand on a posté quelque chose, ça devient viral. Ok? Mais tu ne sais pas quand ça va se produire. Donc, les psychologues disent que ça amplifie l'addiction. Moi, Père Marc-Antoine, je me rends compte que je ne dis pas la même chose qu'à l'université de Thènes. Voilà, mais par contre, les slides sont les mêmes. Voilà. Donc, derrière tout ça, c'est des algorithmes. Donc, voilà, Adam Alter, je vous ai dit. Donc, leur métier, c'est de détruire votre autocontrôle. Je ne sais pas s'ils l'ont dit à haute voix, mais peu importe finalement. Le produit qui fait ça, il est, voilà, c'est lui. Je reviens à l'intelligence artificielle. Ça, c'est intéressant pour nous parce que ça vraiment, ça nous pose le problème. À chaque révolution industrielle a été proclamée la disparition du travail. Donc, le monsieur, il veut dire, en fait, ne s'inquiétez pas trop finalement parce qu'avec chaque révolution industrielle, par exemple, bien sûr, on a tué des métiers et tout ça, mais il y en a d'autres qui sont apparus et tout ça. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter quand tu as des enfants, une femme, un époux, voilà, et tout ça, tu es à la maison, tu dois résister, tu dois garder ton job et tout ça, ça entraîne un coût social, si vous voulez, qu'on ne peut pas prédire. Mais disons que bon, on va, en tant qu'humanité, survivre parce que, bon, encore une nouvelle révolution industrielle. Sauf que, il y a des gens à l'heure actuelle, par exemple, je cite de mémoire Laurent Alexandre, médecin, qui est
très compliqué comme personne parce que, en fait, il est tellement passionné par l'intelligence artificielle, il fait l'apologie de l'intelligence artificielle, il dit, en fait, que dans ces lignes de code se joue l'histoire de l'humanité. Que tout, maintenant, dépend de l'intelligence artificielle. Et que la France, par exemple, parce qu'ils donnent des bons conseils comme ça, la France doit prendre le train parce que les autres sont bien avancés, il faut qu'on se dépêche aussi ici. Mais il a un discours qui, à un certain moment, devient un peu un discours d'ordre religieux, si je peux dire. Les nouveaux apôtres de l'intelligence artificielle, ceux qui sont de Silicon Valley. On cherche aujourd'hui, grosso modo, son idée fondamentale, c'est que le développement de nanotechnologie, ça veut dire qu'on a accès à l'heure actuelle de faire le lien entre une terminaison nerveuse et un processeur, par exemple. Pour la première fois dans l'humanité, on est descendu de telle façon qu'on peut relier, par exemple, le neuron, par exemple, avec des systèmes artificiels pour la première fois. Après l'informatique, les sciences cognitives et tout ça. Donc, d'une certaine façon, pour faire court, il dit, au niveau de nanotechnologie, on peut accéder à l'homme dans sa structure antenne. Au niveau de macro, si on peut dire, en utilisant des données de sciences, si on peut dire, de données et tout ça, on peut développer, si vous voulez, des systèmes d'intelligence artificielle qui supposaient d'avoir de telles quantités d'informations, qu'on les façonne et qu'après, à un certain moment, ce genre de systèmes artificiels vont nous poser problème, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte à ce système pour pouvoir survivre. C'est-à-dire que l'homme prenne sérieusement en considération soit d'être hybridisé ou hybridé par des systèmes informatiques comme ça, soit qu'il devient quelqu'un qui a quelque chose en commun avec le système, les grands systèmes. C'est des propositions pour l'instant. Mais voir où on va à l'heure actuelle. Donc, je récapitule. D'un côté, c'est l'attractivité qui devient irrésistible. De l'autre côté, on dit, si vous voulez survivre, quand même, il faut tenir compte que le monde va dans cette direction, accepter ce genre de symbiose à un certain moment entre informatique et humain. Et on prépare pour eux de nouvelles espèces humaines, je dirais comme ça. Bon, c'est pour l'instant, on dirait de science-fiction, mais quand même, il y a des avancées technologiques qui disent qu'on n'est pas si loin de ça. Ok, ça c'est ce qu'on propose à l'heure actuelle. Bon, donc chaque révolution industrielle, donc Laurent Alexandre disait en fait qu'on n'est plus devant une révolution industrielle comme auparavant, mais que maintenant c'est vraiment un clash, un choc terrible qui est autre chose. La question de la créativité, de l'originalité. Mais écoutez, la grande différence entre le système informatique et le système humain, c'est cette créativité. Sauf que, à l'heure actuelle, avec les systèmes qui sont sortis entre-temps, nous, on a l'impression qu'en quoi ils ont gagné cette créativité, ou au moins une certaine créativité. En fait, détrompons, non, ils ne sont pas créatifs. C'est tout simplement des algorithmes avec des tant de paramètres que ça donne l'impression. Et depuis Shannon, qui a développé toute la théorie de l'information, en fait, pour vérifier qu'un système est d'intelligence artificielle, c'est de donner l'impression qu'on quoi il fait comme un humain. Ça, c'est voilà le test de Turing, le célèbre test de Turing. Sauf que toute cette industrie, technologie se développait pour que tout le temps ça donne l'impression qu'on quoi. Mais on n'a jamais acquis quoi que ce soit au niveau de conscience, le moindre sensation de conscience chez un système informatique. Créativité, en réalité, ça ressemble, ça donne l'impression, mais c'est pas de la vraie créativité, mais ça fonctionne comme une créativité dans le sens où
les systèmes sont tellement complexes maintenant que les résultats échappent à nos attentes, à nos projections intellectuelles. Et ça va continuer comme ça c'est la ligne de l'intelligence artificielle. Et ils ne disent pas nécessairement que ça doit copier un système humain. C'est autre chose, mais ils développent tout ça. Il y a des énergies énormes dans le monde aujourd'hui, des ressources énormes humaines pour développer ce genre de système. Donc, question importante pour nous. On va passer dans des choses plus théologiques, si on peut dire. Pourquoi l'humanité va dans cette direction? Pourquoi elle est autant intéressée par le développement de l'intelligence? Pourquoi on a besoin de l'intelligence artificielle? Mais si vous lisez Laurent Alexandre, par exemple, vous avez pu lire ici ou non? Non, je vous laisse un peu, mais je vous parle en même temps. Pourquoi, pour lui, en fait, qu'est-ce que l'humain finalement? Nous entrons dans les questions d'anthropologie. Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme? Qu'est-ce que ça définit vraiment l'homme? Si vous lisez, par exemple, Laurent Alexandre, il va vous dire que la différence entre l'homme et l'animal est son intelligence, réside dans son intelligence. Il y a des animaux qui sont intelligents. Mais oui, il dit, mais oui, c'est une différence de proportion. Mais pourquoi s'arrêter à l'humain à l'heure actuelle et ne pas entrer dans ce qu'on pourrait dire que ça constitue le post-humain? C'est-à-dire de fabriquer d'autres humains qui ne sont pas comme les humains d'aujourd'hui, avec l'aide des intelligences artificielles. Ils se posent sérieusement ce genre de questions, basées sur une anthropologie de référence, ça veut dire une vision sur l'homme, où ce qui compte vraiment chez l'homme, c'est son intelligence. Donc pourquoi ils développent l'intelligence artificielle? Parce que le bien le plus précieux chez l'homme, c'est l'intelligence. On va développer aussi d'autres systèmes. Parce que l'intelligence est la clé de voûte de tout ce qu'on fait dans ce monde. Quelle est la différence entre l'homme et l'animal selon le père Raphaël Noïka, par exemple? Il dit qu'il a prié pour comprendre cela. Et il dit à un certain moment, il a senti que Dieu lui a fait comprendre que la différence entre l'homme et l'animal se trouve dans le chapitre de la Genèse, quand le Seigneur dit qu'il a fait l'homme selon l'image, la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu dans l'homme n'est pas constituée uniquement de son intelligence, mais de sa capacité relationnelle avec son Créateur. C'est vraiment autre chose. Okay? C'est pour cela que les scientifiques à l'heure actuelle, il y a des grands scientifiques dans l'histoire de l'humanité qui ont dit, mais oui, nous on fait de la science, Schrödinger par exemple, nous on fait de la science, oui, mais le but final finalement de la science, c'est de nous rendre compte qui sommes nous, les humains. C'est pas uniquement pour ramasser des informations scientifiques concernant le monde, concernant tout ça. Non, notre condition humaine. Et ça c'est beau. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus à faire uniquement avec une science pure. Nous avons maintenant les gens qui ont des moyens énormes, comme Elon Musk, par exemple, qui développent des technologies, qui influencent tout le monde, voilà, qui font des choses comme ça. Okay? Donc, la grande différence entre les scientifiques et je dirais même ceux qui développent à l'heure actuelle comme Elon Musk, c'est que si on veut comprendre l'homme, on va l'analyser scientifiquement. Et dans la vie de l'Église, si on veut comprendre l'homme, il faut qu'on se mette en relation avec son modèle essentiel qui est le Seigneur Jésus-Christ, homme parfait et Dieu parfait. Et moi, dans ma vie, j'ai rencontré des personnes spirituelles qui manifestaient et qui manifestent l'humanité de telle façon que moi, je me rends compte que cette humanité a tout ce qu'il faut, même plus que tout artifice technologique qui vient à travers ce genre, voilà, pour qu'on soit accompli, si on peut dire. Mais il y a une concurrence qui, à la base, part des positions anthropologiques différentes. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais pour nous, c'est important de dire les choses. Que selon l'Église, comprendre l'homme, c'est de se mettre en relation avec son prototype, si on peut dire, avec son modèle qui est le Seigneur lui-même, homme et Dieu. Et que selon la science, ça nous suffit d'analyser l'homme selon les disciplines différentes et aussi de proposer des améliorations. Et il y a une branche qui se développe à l'heure actuelle, je dirais bien, voilà,
qui s'appelle Human Enhancement, disons l'amélioration de l'homme. Voilà, on peut dire. Pardon? Augmentation aussi, c'est mieux peut-être. Augmentation de l'homme. D'où ça part? On constate qu'il y a des défaillances, qu'il y a des maladies, il y a tant de choses. Et à travers les technologies, on suppose qu'on peut répondre par rapport à certaines choses. Mais à un certain moment, la barrière entre, pas guérir, mais soutenir, si on peut dire, ou aider, la barrière est très perméable à cette pensée, mais oui, on a amélioré, mais pourquoi ne pas produire quelque chose qui dépasse finalement les possibilités humaines pour obtenir quelque chose de plus important. Et donc, il y a des gens qui pensent à augmenter l'humain parce que l'humain en forme actuelle, pourquoi se contenter uniquement de ça? Okay? Et donc, l'homme, en roman, c'est pas un jeu de mots, mais quand même, on dit en roman, monarch unbunatatis. Ça veut dire des moines augmentés en quelque sorte, améliorés, augmentés, on peut dire. Mais cette augmentation, c'est selon les dons de l'esprit. Donc, pour dire qu'en fait, la nouvelle, l'idée n'est pas si nouvelle, si on peut dire, que dans l'histoire de l'humanité, on travaille sur l'humain pour que l'humain puisse approcher des possibilités de Dieu chez l'humain. Ça, c'est pas une surprise pour nous. Mais par contre, il y a toute une autre branche qui ressemble beaucoup au propos de l'ennemi, qui dit, j'ai pas besoin d'un créateur, d'un Dieu pour développer tout ça, moi je peux devenir Dieu, selon la technologie, selon ça, je vous le dis sans nuance, un peu d'une façon rude, si on peut dire. Mais à part ça, après, nous, on trouve notre propre discernement. Donc, parce que ils le font pas par mauvaise intention, peut-être, mais tout simplement en ne connaissant rien sur la dimension, disons, spirituelle, néphromatologique dans ce monde, les gens proposent qu'ils pensent à connaître, c'est tout. Dans ce sens-là. D'où le besoin d'un témoignage en ce monde de notre part. Donc, tout ce que j'ai dit sur l'intelligence artificielle ressemble pour la première fois à une créativité humaine, mais n'est pas véritablement la créativité telle qu'on connaît. Par contre, nous avons affaire avec des outils qui sont impressionnants, qui sont tellement développés que ça peut remplacer en quelque sorte les humains. Parce que vu le volume de données, vu les algorithmes, voilà, et tout ça, ça s'améliore. Vous imaginez un système avec des millions de paramètres qui s'améliorent, qui voilà, à un certain moment, c'est un produit extrêmement adapté pour certaines tâches, pour certaines missions, disons, de la part de l'humain. Et ça se développe parce que, par exemple, le monde des entreprises, ils ne se permettent pas de ne pas développer quand les autres développent. Par exemple, je donne un exemple que j'ai donné aussi à l'université d'été. Elon Musk va proposer, disons, un coprocesseur, c'est-à-dire un processeur qu'on attache à notre cerveau, derrière, ici, comme une prothèse pas pour oui, mais voilà, une prothèse comme nous avons pour les yeux, pour les oreilles, voilà, une prothèse pour notre cerveau, cette fois-ci, qui nous donne un pouvoir de calcul différent. Donc, imaginez, voilà, que on doit embaucher des gens, ils se présentent à un certain moment, il vient quelqu'un qui a le dernier processeur, voilà, de la part de Elon Musk, il dit, voilà, il peut répondre très vite parce qu'il fait des calculs impressionnants et tout ça. Disons qu'il va gagner, voilà, la mission. Qu'est-ce qui va se faire avec les autres? Qu'est-ce qui va se produire? Mais les autres, même s'ils sont contre, par principe, à un certain moment, ils vont dire, mais pour survivre dans ce monde, parce qu'il y a des gens qui vont, voilà, moi, je vais devoir quand même accepter parce que finalement, si je réfléchis un peu, c'est pas trop, je sais pas, finalement, ça me modifie pas trop. Donc, vous voyez, et ça commence à mettre de la pression sur l'humanité, sur l'humain. Et quand nous n'avons pas une vision ferme, si on peut dire, sur l'humain, mais
frontières de l'humain seront perçues de façon différente. Oui, le temps passe, il me reste encore 10 minutes, ça va ou plus, je ne sais pas. Oui, ok. Donc, je vous montre maintenant, pas uniquement des dégâts. J'espère bien que mes propos ne sont pas perçus de façon alarmiste, c'est-à-dire, nous essayons de faire une sorte de synthèse, de radiographie honnête à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on propose en ce monde côté nouveaux produits de l'intelligence artificielle? Ce qu'on veut de leur part et nous verrons ensemble ce qui va se produire avec le monde. Mais l'offre qui est en cours. L'intelligence artificielle est-elle en train de changer la nature même de la recherche en physique? Mais écoutez, on n'a jamais imaginé qu'on peut avoir un tel titre. Parce que la recherche fondamentale, quand même, elle s'est établie dans les derniers 30 ans, disons 40, les grands physiciens et tout ça. Mais avec le deep learning, on a changé de méthode. C'est-à-dire, auparavant, on identifiait disons une particule, vous savez, les particules, c'est pas de la matérialité telle qu'on la comprend maintenant, c'est des probabilités. Bon, donc à la fois c'est matériel, à la fois la matérialité est perçue différemment. Mais on identifiait l'agissement, ce qu'on peut dire, de ce qu'on soupçonnait être une particule, une quiconque particule. En général, comment mettre en évidence des particules? Soit on les stimule avec quelque chose, là, et ça commence à bouillonner là-bas, il y a quelque chose qui se produit, on dit, oui, c'est à cause de cette particule qui existe que les choses se passent comme ça. Okay? Mais quand même, on pouvait identifier d'abord une sorte de particule, et après, on la cherchait partout qu'elle se trouve. Et on tirait des conclusions. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais avec la manière ChatGPT, ça veut dire le deep learning avec une intelligence artificielle, on étudie une base de données immense de toutes les particules, l'agissement de tout ce qui peut bouger. Statistiquement parlant, on identifie certaines choses qui ressemblent et on l'identifie de cette façon. Donc finalement, c'est une autre façon de faire cette recherche fondamentale. À l'école de Descartes auparavant, on essayait de simplifier le problème dans des petits sous-problèmes pour que ça soit gérable. À l'heure actuelle, on prend une quantité énorme ingérable auparavant, on met les systèmes qui s'améliorent au fur et à mesure, voilà, on le met dans leurs bras, et à un certain moment, ils vont pouvoir faire des, comment ça s'appelle, des correspondances, on peut dire, entre des agissements différents. Ils vont pouvoir identifier des choses que nous, en tant qu'humains, on ne pouvait pas voir avec une telle quantité de données. Et donc, il y a un monsieur qui est extrêmement intéressant, je lui ai écrit quelque chose, il a pensé que je l'encourage, mais c'est un professeur à la retraite, mais il a écrit, ça c'est un article, j'ai donné même voilà, un article impressionnant finalement, qui signale le fait qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Donc, recherche fondamentale, on n'a jamais pensé qu'elle sera touchée par des algorithmes qu'on utilise, par exemple, pour les chats GPT. La médecine, à l'heure actuelle, mais écoutez, je donne l'exemple très simple d'un hôpital. Dans un hôpital, vous avez des données différentes. Par exemple, vous avez des enregistrements audio, c'est-à-dire j'écoute le patient, il me dit ce qu'il voilà et tout ça, ce qu'il ressent, comment voilà et tout ça. Au niveau de la douleur, il y a un indicateur qu'on présente ce qu'on ressent et tout ça. Oui, ça m'a fait sourire auparavant avec Père et Yves Collant. Je l'ai visité quand je suis arrivé en France il y a voilà, 2 ans, par exemple, je l'ai visité, il m'a montré un indicateur. Vous savez, c'est un indicateur de douleur. Je dis, mais comment on peut détecter la douleur? Mais non, mais c'est le patient qui dit, voilà, je souffre comme ça, donc je mets comme ça. Pour moi, ça m'a fait sourire, mais finalement, ça donne quelque chose, bien sûr. Et ça serait encore plus intéressant d'avoir des indicateurs vraiment physiques qui vous donnent quelque chose de la douleur. Mais on ne peut pas. On ne peut pas l'identifier. Oui, c'est le ressenti. C'est humain. Voilà. Mais par contre, dans l'hôpital, on est en train de faire un tableau clinique avec des informations qui sont fortement différentes, quand même différentes. C'est-à-dire, on peut avoir des images, on peut avoir des enregistrements audio, on peut avoir des films, par exemple, on peut avoir du texte,
Tout ça, imaginez un système, et à l'heure actuelle, ça existe. N'importe quel type de données vous introduisez dans le système médical, il va les faire en sorte qu'on peut les gérer ensemble, qu'elles deviennent compatibles les unes avec les autres. Et donc, un patient, donc, quand tu as son dossier, si on peut dire, avec des enregistrements anciens et tout ça, tu peux vraiment gérer avec un système informatisé comme ça et de te donner une synthèse qui, auparavant, c'était impossible de comparer les images avec faire des comparaisons entre des images et voilà, d'autres types d'informations et tout ça. Donc, l'hôpital, à l'heure actuelle, devient une usine, en quelque sorte, avec des dossiers différents concernant les patients. Moi, je récupère dans cet hôpital physique, je dirais, mais je peux récupérer tout l'historique de tout ce qu'on a fait partout. Voilà. Le mettre ensemble et tirer des conclusions. Je vous ai donné un exemple. Donc, l'intelligence artificielle à l'heure actuelle pour cette tâche-là est irréplaçable. On ne peut pas s'en dispenser. Elle est vraiment très utile. Et elle est utilisée couramment, je dirais, à l'heure actuelle. Sauf quand on améliore les systèmes, c'est-à-dire les algorithmes, pour que ça réponde encore mieux aux besoins. Après, pour le traitement du cancer. Vous savez, parfois, le cancer, c'est de reconnaître, on peut dire, c'est soit une forme, soit des textures, voilà, de reconnaître dans les images quelque chose. Et parfois, voir, donc il te faut, donc les systèmes le font à l'heure actuelle, imaginez en fait, ils tirent des conclusions statistiques sur des millions d'images du monde entier. Par exemple, tel cancer, tu lui donnes à avaler beaucoup d'informations à un certain moment, il sait mieux que toi, finalement, trouver là où ça ressemble à ce qu'il a. Ouais. Et ça, bon, après, ça commence la dispute à l'heure actuelle. Par exemple, l'épouse de Père Alexandru Gheorghiu, par exemple, elle dit, oui, mais dans mon service, quand même, on a donné un système comme ça d'analyser, et lui, il dit, oui, voilà tel diagnostic. Mais la pauvre praticienne qui a vu quelques images, elle a son expérience quand même. Quand un tel système dit, moi, j'ai validé sur 1 million d'images, j'ai ce genre d'expérience. Ça met une pression sur l'humain. Est-ce que je me permets de ne pas écouter ce que le système informatisé me dit? Parce que lui, il ne peut pas se tromper, il n'est pas humain. Il est, voilà, dans cette position. Donc, finalement, il y a tout un débat. La conclusion des médecins à l'heure actuelle, je la présente ici, c'est qu'on ne peut pas se dispenser. On ne peut pas se dispenser de l'humain. Mais, quand même, on peut ressentir de plus en plus une certaine pression qu'on voit le système, étant donné qu'il est si bien nourri, si on peut dire. Voilà, son objectivité, exactement, ça me donne des vertiges à un certain moment. Et il y a des gens aussi qui sont allés chez le médecin après avoir consulté le ChatGPT. C'est-à-dire, ils ont donné les informations, le ChatGPT lui dit oui, mais pour ce genre de pathologie, il faut absolument voir le médecin. Ils vont chez le médecin, et apparemment c'était comme ça. Voilà, donc ils ont pu traiter la pathologie. Il se peut aussi que ça se trompe. Le ChatGPT, je vous attire l'attention, il fait aussi des textes comme ça. Je lui ai posé la question qui est Père Marc-Antoine, il m'a donné des choses véritables. Quand j'ai posé la question qui je suis, par exemple, il a dit, à un certain moment, il a dit qu'il n'a pas les informations, mais à un certain moment, il a mélangé des informations concernant des gens qui portaient plus ou moins mon nom, mais c'était pas moi. Il a fabriqué une sorte d'histoire en disant, vous êtes ça, mais c'est sûr que c'est mélangé avec des informations qui ne sont pas fiables. Donc, ça devient très dangereux, finalement. OK. L'intelligence artificielle dans les entreprises. Je n'entre pas dans des détails, mais tout simplement, il y a tout un compartiment ici. Voilà, on développe selon. Je vous donne des références parce que ça existe maintenant. Les gens veulent. Il y a des gens qui sont sortis. Il y a une entreprise, je dirais célèbre ici en France, qui a licencié, je ne sais pas, plus d'une centaine de personnes parce qu'elle a commencé à implémenter un système d'intelligence artificielle. Et donc, ils sont sortis comme ça. Et par contre,
les réseaux sociaux ont réagi d'une façon très mauvaise. Je pense que l'entreprise a beaucoup perdu finalement par ce mouvement, mais on est au départ. Donc, pour dire qu'en fait, il y a une pression d'introduire dans ton système ça. Pourquoi? Parce que c'est la compétitivité. Sinon, l'autre puisse faire quelque chose que tu n'arrives pas à le faire. Vidéo, image, musique par une intelligence artificielle. Je vous ai donné l'exemple. On peut faire danser quelqu'un en vidéo à partir de sa photo. Et je vous dis uniquement ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, vous présentez une photo et en fait, le programme te fait danser, marcher, bouger, voilà et tout ça, à partir de ta photo. On peut imiter une voix d'une personne. Ça, c'est la chose la plus facile, à mon avis, à l'heure actuelle. Donc, ils ont sorti avec John Lennon, par exemple, des nouveaux morceaux. Et donc, ça pose un problème immense pour l'industrie, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Je dis des gens qui ne sont pas du tout connus, c'est-à-dire... Oui. J'ai vu que là, parce qu'on est en plein dans ça dans la société, ils ont fait un discours du président Macron, avec la voix, et le président Macron qui dit pour les Jeux Olympiques, ça va être annulé, ça. Ils disent on peut publier juste avant dans le réseau social, et comme c'est faux, ça semble tellement vrai que... C'est-à-dire, à l'heure actuelle, tout ce qui concerne vidéo, image, musique, tout ce qui concerne production informatisée, elles peuvent être faussées comme ça. Par contre, il y a des systèmes après qui vérifient. Et donc, on produit avec Macron, par exemple, mais il y a des systèmes qui vont vous dire tout de suite que c'est un fake. Oui, mais le temps que ça passe dans le monde entier, après, si tu veux résoudre certaines choses, c'est trop tard. Donc, il y a une sorte de régularisation en cours, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais vous voyez là maintenant. Oui, encore quelques minutes et c'est bon. Donc, pour dire qu'en fait, au niveau de vidéo, au niveau d'image, au niveau de musique, à l'heure actuelle, on peut faire tout avec une chance que ça paraît vraiment l'original, impressionnante. Par exemple, mon fils, je lui ai dit, on devait faire un compte pour une application. Pour une application, il voulait faire un compte. Je lui ai dit, mais une image, cherchons une image. Non, mais c'est pas la peine. Pas la peine. Je connais tel programme. Il est allé sur tel programme. Dans quelques secondes, il m'a fabriqué une image humaine, d'un humain qui n'existe pas, mais qui a la ressemblance humaine complète. C'est-à-dire, il a fabriqué un être unique, avec, voilà, ça te donne l'impression que c'est vraiment un humain, mais en fait, c'est un exercice informatique. Toutes les pubs de maillot de bain, en ce moment, oui, et il y a une télévision, je ne sais pas dans quel pays, qui a remplacé complètement les présentatrices, oui, voilà, parce que tu donnes le texte, et les avatars, si on peut dire, interprètent le texte. Ils ne peuvent pas se tromper. Si tu donnes le texte correctement, il n'y a pas de droit d'auteur à payer au mannequin. Oui, tout un débat. Voilà. Pour dire qu'en fait, aujourd'hui, il demande cri vers une sorte de réglementation qui indique tout ça parce que ça part dans toutes les directions. Dernière chose impressionnante. En fait, pas parler aux morts, pas parler aux personnes décédées, mais plutôt c'est autre chose. Faire l'avatar de celui qui est parti, le copier d'une façon splendide, si on peut dire, pour que tu puisses continuer à avoir un lien ou communication avec son alter ego informatique, si on peut dire. Vous voyez le danger? En fait, on s'en fiche de la personne, c'est horrible. On s'en fiche finalement, on perd l'amour pour cette personne qui est partie d'entre nous. Tu seras un jour toi-même dans la même position. Et je commence à développer, entre guillemets, une sorte d'affectivité avec quelque chose qui est positif. Vous voyez? Mais déjà, l'idée, le simple fait, je signale l'idée, je ne dis pas que ça va se faire, mais l'idée. Bon, il y a des menaces, je n'entre pas dans des détails si vous voulez, il y a des choses impressionnantes. Piratage des voitures autonomes, tu prends la drone, tu prends la voiture, voilà, toutes sortes de choses. On peut imaginer toutes sortes de choses. Imaginez bien que c'est
les services de renseignement, les armées, tout ça, qui étudient ça, peut-être sont à un niveau impressionnant par rapport à tout ce qui circule maintenant. Voilà, mais on peut faire tout ça. Je n'entre pas dans les détails, j'avance. Gravité petite, moyenne gravité, ouais. Manipulation de marché financier, gravité moyenne, mais vous voyez, ça peut entraîner des dégâts immenses. Et après, des faibles intensités, mais qui peuvent se passer chaque jour. Contrefaçon, fausse critique rédigée par l'intelligence artificielle. Tu sors un article, il y a tant de gens qui te critiquent, qui te disent, mais c'est une bêtise que tu écris. Et finalement, tu peux avoir un algorithme qui te produit des articles différents. Avec le ChatGPT, tu as l'impression qu'on croit que c'est des gens vraiment très différents et qui te font toute une réception critique de ton article et te détruisent sans rien, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que tu peux faire par des algorithmes. Bon, après, c'est des idées. Des pistes de réflexion. Bon, côté médecin, on se rend compte à l'heure actuelle, donc il y a des choses qui sont sorties maintenant. Ils ont fait des articles scientifiques qui montrent quand même que l'intervention humaine est extrêmement importante, voire décisive. Mais il y a des articles scientifiques qui sortent, parce que s'il n'y a pas d'article scientifique, tu as l'impression qu'on croit tout est conquis. Donc il nous faut ce genre de travail pour pouvoir dire. La fin, c'est comme pour l'université d'été, on a eu l'impression qu'on a discuté que des choses techniques et qu'on n'a pas touché la théologie. Mais en fait, comme toujours à l'époque de Saint Basile le Grand, qui a démocratisé le discernement spirituel face aux choses très compliquées de son époque. C'est-à-dire, à son époque, l'enseignement était païen. Pour se former, on allait à l'école païenne. Il y avait deux possibilités. Soit on se retire, et vous voyez le mouvement monacal, par exemple, des gens qui se retiraient, qui vivaient l'évangile de façon maximaliste, si on peut dire, dans les déserts. Donc ça existait. C'était tout un mouvement qui a produit une spiritualité extraordinaire qui alimente le monde actuel aussi, les pères du désert. Soit on devait résister dans le monde et trouver une façon qu'on soit vraiment chrétien au milieu du monde et qu'on donne notre propre présence dans le monde inspiratrice. Et c'est le chemin de Saint Basile le Grand, du grand père cappadocien. Et en fait, si vous voulez, ça traverse l'histoire du christianisme. On ne fuit pas le monde. On est dans le monde sans être de ce monde. Et on vit de telle façon pour que notre présence soit le vécu que le Seigneur attend de notre part et que ça soit aussi inspirateur, si on peut dire, aussi pour les autres. C'est tout un chemin à parcourir, c'est toute une construction, si on peut dire, personnelle d'abord. J'étais en train de conduire envers ici, et vu la multitude des problèmes à l'heure actuelle, je me rends compte que toujours la même source, le même principe est d'actualité aujourd'hui. Si tu es bien dans ton cœur avec le Seigneur, tu auras toutes les réponses nécessaires pour ton vécu au sein d'une communauté, de la société, tout ça. Donc le vrai problème reste toujours de quelle façon tu vis ta relation avec le Seigneur dans ton cœur. Et ça donne les réponses par rapport à tout ce qu'on vit. Mais l'application concrète, ça c'est le destin de chacun d'entre nous. Nous devons être des gens informés par rapport à ce qui se passe dans ce monde, c'est sûr, pour pouvoir réagir, pour pouvoir vivre une conscience prophétique de l'Église. Et la vraie réponse par rapport à tout ça, c'est de ne pas se laisser disperser par ce genre de choses, mais de vivre en Christ et de produire par ta vie, par ta propre vie, des réponses pour aujourd'hui. Et ta réponse, peut-être, sera quelque chose qui va inspirer aussi ton prochain. C'est un peu comme au moment de Pâques, où si tu résistes à l'humain, tu vas pouvoir peut-être aider les autres à vivre la même lumière, à recevoir la même lumière de la part du Christ, pas la tienne, la lumière de Christ.
C'est un peu ça. Peut-être que je me suis trompé en présentant trop de choses techniques, mais je suis... Je crois qu'il y a des questions maintenant. Bien sûr, bien sûr. S'il n'est pas tout fait. Voilà. Si vous... Moi, c'est bon, moi je suis... voilà. Je suis là. Oui, oui. Ah, merci. Moi, je prends, c'est-à-dire, j'exprime ma gratitude par rapport à cette invitation. Je sais, je me rends compte, le temps passe si vite, il y a tant de choses qui se passent avec nous, je le ressens de plus en plus, comme un sort de tourbillon. Il y a tant de choses. On fait beaucoup de choses, mais en fait, ce qui est véritablement important, c'est notre moment ensemble, quand on échange et quand on vit l'humanité par ce genre de contact humain. Et ça, personne ne va pouvoir l'enlever de nous. Et ça constitue notre résistance. Maintenant, la question, je veux. Oui, merci. C'est très intéressant tout ça. Et moi, je pense à la question de l'énergie. Parce que les ordinateurs doivent fonctionner avec de l'énergie, consomment beaucoup, demandent beaucoup de refroidissement. Il y a aujourd'hui des salles entières, immenses, qui sont remplies d'ordinateurs qui font 40 milliards de fois l'ordinateur le plus puissant qu'on connaisse, etc. C'est n'importe quoi. Et qui demandent à être refroidis. Donc, est-ce qu'on a une projection de ce qui pourrait se passer si on continue comme ça? Et qu'est-ce qui se passe dans 300 ans si on continue comme ça? Non, mais ce qui se passe dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait, ils commencent à réfléchir à ça. On se rend compte que les ressources sont extrêmement limitées par rapport à tout ce qu'on veut développer. Finalement, ça demande des ressources immenses. Donc, à partir de l'année prochaine, à partir de cette année, mais l'année prochaine davantage, je dirais, dans les entreprises, ils vont se poser la question de rapport entre ce qu'on produit et le coût. Et apparemment, c'est pour cela qu'il y a une vague froide qui est attendue par les marchés financiers, justement parce que par rapport à l'enthousiasme initial, nous, on se rend compte à l'heure actuelle que c'est-à-dire ça coûte trop cher. Et donc, c'est pas dans 300 ans, c'est l'année prochaine, ça va se sentir sur le marché. C'est ce qu'on dit maintenant, il y a des articles qui sortent. Après, toujours, vous voyez, c'est toujours comment on améliore, comment on peut avoir des résultats, mais en dépensant moins. Bien sûr, il y a toute une philosophie qui va se développer. Mais voilà, c'est une augmentation. Il y a des articles qui sortent maintenant qui montrent une augmentation intenable au niveau des ressources. Mais le chat GPT, la religion, parce que j'ai regardé sur Google, simple, chat GPT, plein de slides, des informations, c'est toute une histoire. Le chat GPT, en fait, par exemple, je lui ai posé la question, qu'est-ce que la théologie orthodoxe, par exemple? Qu'est-ce que la théologie orthodoxe? Maintenant, il a modifié un tout petit peu. Mais auparavant, il disait des bêtises. Et je lui ai dit, tu dis des bêtises. Ça ne peut pas être comme ça. Il a accepté qu'il dit des bêtises. Maintenant, il a amélioré, c'est sûr. Parce que, pourquoi je dis qu'il dit des bêtises? Parce qu'à un certain moment, il disait que chez les orthodoxes, la théologie, c'est étudier aussi la nature de Dieu. Et ça, j'étais sûr qu'il ne peut pas dire ça. Donc j'ai dit, ça c'est une bêtise, chez les orthodoxes, on n'assume jamais l'étude de la nature de Dieu, qui est vraiment l'apophatisme du 4e degré chez Père Dimitri Staniloae, c'est-à-dire c'est l'impossibilité extrême, si on peut dire. On ne peut rien dire sur la nature de Dieu, par exemple. Mais il a commencé à améliorer. Mais pourquoi il parlait puissant aussi pour la théologie? Parce que quand on demande des choses en français, quand même, il compose des textes qui sont pas mal. Ils sont froids, mais quand même, ils sont pas mal. Parce qu'en réalité, il utilise des théologiens, c'est ce que je m'explique. Il utilise des écrits des théologiens de plus haut calibre. Donc, il fait l'extraction des choses qui sont extrêmement bien dites. Et tu as l'impression qu'on quoi c'est sa puissance. Mais en fait, il peut, s'il trouve Callisto Swear, Jean Mendorf, je ne sais pas qui, il fait une composition de trois phrases ensemble et tout ça. Tu as l'impression qu'on quoi c'est quelqu'un qui est extrêmement doué dans la théologie, qui est arrivé à avoir un vrai feeling théologique et qui l'exprime après toute une vie. Comment il trouve Jésus, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ChatGPT pour trouver Jésus? Tu veux décrire? Pas pour le décrire, mais on peut demander n'importe quoi. Après, il peut dire,
écoutez, je suis un système de calcul, je ne peux pas vous répondre à cette question. Oui, il dit comme ça, il n'y a pas de souci. Il ne va pas donner des réponses à tout. Donc, non. Oui, dites. Je vous en prie. Je vous en prie. Par rapport à ce que vous avez dit, pour moi, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a tout un aspect qui est le domaine de la sphère privée, c'est-à-dire tout ce qui concerne la partie addictive, où là, on a un degré de liberté qui est, moi je parle pour moi, je suis sur aucun réseau social, je sais que je vais être prompt à succomber aux addictions et je ne mets pas le doigt dedans. Et c'est du domaine de la liberté. Et ensuite, d'un point de vue professionnel, sans voir le mal partout, on dit effectivement aujourd'hui il y a un frein à la par exemple la consommation énergétique. Mais ça, c'est un frein de court terme. On sait qu'on va arriver à faire des processeurs qui consomment de moins en moins d'énergie. Oui, c'est-à-dire on imagine toujours comment améliorer la chose. Voilà, et ça va finir par s'améliorer et la crainte, et j'ai parcouru rapidement la crainte, les menaces graves, moyennes, et est-ce qu'on peut envisager un monde qui soit comme l'Empire romain avec des esclaves, sauf que les esclaves, c'est l'équivalent de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire... Ah non, au contraire, nous serons nous les esclaves. Alors, je vais le redire autrement, c'est-à-dire que tant qu'on garde le contrôle, ils bossent, etc., et à la fin, c'est les pains et les jeux, c'est-à-dire on occupe les gens, et quand on voit l'importance qu'on a pour se structurer de son travail, du rôle de son travail, de l'utilité qu'on a dans le monde, et on pourrait se trouver à occuper les gens. Et l'esclavage aussi. Oui, mais tu as toute une partie de ta vie où tu es dans de l'eau. Voilà. Et ce que je veux dire simplement par rapport à ça, c'est que par rapport à ta conclusion, qui est du domaine il y a sa responsabilité individuelle, et puis avec ça, quand même, on est quand même bien armé. J'ai un peu peur de, pas moi, j'ai l'âge que j'ai, c'est bon, quoi. Mais pour d'autres personnes et les plus jeunes, de se retrouver dans une impossibilité, exactement l'exemple que tu disais, la prothèse ou l'équivalent, ça veut dire que on se retrouve dans une situation et on voit bien comment est le monde. Hein. C'est-à-dire que l'optimisation de chacune des sous-parties n'est jamais l'optimisation du tout. Donc les sous-parties, c'est les sociétés, les machins qui l'optimisent. Truc tout bête. Hein. Moi, aujourd'hui, c'est la folie. Chaque fois qu'on appelle un service de quelconque, c'est taper un, taper deux, et on n'a jamais personne. Et c'est nul. Parce que c'est pas, mais c'est pas terrible. Le jour où l'intelligence artificielle aura suffisamment, et j'imagine qu'il travaille à fond là-dessus, tu n'auras plus jamais une personne qui va te répondre. Tu vas te retrouver à appeler des services où tu vas avoir un système synthétique qui va te répondre. Et puis, on sera content. Pas un robot. Voilà. Mais tous les gens, moi, à chaque fois, je cherche tout le temps le bouton où je vais tomber sur quelqu'un avec qui je vais plus. Et il y a quelqu'un qui travaille. Voilà, mais il y a quelqu'un qui travaille. Il y a quelqu'un dans ce métier de renseigner les gens. Et ces métiers-là, ils n'existeront plus. Non, mais c'est sûr. Mais par contre, moi, je voulais dire un truc qui m'a apparu là, c'est qu'on a vraiment une responsabilité par rapport aux jeunes, aux enfants, aux petits-enfants. C'est le développement de l'esprit critique, encore plus qu'avant. C'est vraiment, enfin, ça a toujours été, nous, en SVT, quand on enseignait au lycée, ça a toujours été quelque chose de très important. Développer l'esprit critique par rapport à une pensée, un document, n'importe quoi. Mais là, maintenant, c'est par rapport à tout, quoi. C'est dans la vie, c'est vraiment, et c'est tellement difficile parce qu'ils sont collés sur leurs écrans tout le temps, déjà, donc il faut déjà limiter qu'ils soient moins sur leurs écrans. Mais vraiment, développer l'esprit critique et déjà, les enfants, bien leur montrer ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. C'est vrai, ça c'est dans la vraie vie, c'est pas dans la vraie vie. Ça devient, les jeunes enfants, c'est vraiment fondamental. Je pense que ça c'est une arme vraiment. Bien sûr, l'Église apporte, bien sûr, mais je veux dire, même indépendamment de ça, je pense que si tout le monde pouvait apprendre, parce que tout le monde n'a pas la chance de vivre dans l'Église ou d'avoir cet enseignement, en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que quiconque, une charge, une responsabilité vis-à-vis d'enfants, je pense que ça, c'est vraiment fondamental. C'est le développement de l'esprit critique. Parce que c'est ça qui pourra permettre peut-être à l'homme de dire,
de discerner ou pas, ou de dire oui ou non, ou un peu plus, quoi. Comme principe, La liberté. je suis bien d'accord. Oui, mais c'est. La difficulté, Est-ce qu'on le dit parlons des choses très concrètes. Mon fils, par exemple. Mais il reçoit, en fait, il utilise le téléphone portable, par exemple, pour échanger avec les autres, pour récupérer son travail, soit l'ordinateur, soit le téléphone portable. Donc, chaque fois que je dis, c'est-à-dire si je le retire, à un certain moment, il sera dans une difficulté, disons, à récupérer certaines choses. Donc, tu as tendance finalement de laisser le téléphone parce que, voilà, mais en le laissant le téléphone, il s'habitue, c'est-à-dire il est expert, disons, pour l'utilisation, mais il peut tricher. Et il triche aussi. Par exemple, la capacité de changer d'écran. Par exemple, tu as un écran d'école et tu fais autre chose en parallèle et tout ça, c'est impressionnant ce qu'il fait. Bon, finalement, donc on se pose la question comment leur donner dans leur éducation soif et le fond, si on peut dire, de vraiment vivre le réel, si on peut dire. Sauf qu'on utilise aujourd'hui réel virtuel, mais le virtuel, il est très réel, finalement, parce que ça influence la vie. Il devient de plus en plus réel. Voilà. Réaliste, on va dire, plus que réel. Après, il y a des gens, donc Père Patricio Vlaicu de Bruxelles, il a discuté avec son fils, et son fils lui a dit de la façon suivante. Tu sais, papa, nous sommes une communauté. Nous sommes dans un milieu virtuel. Qu'est-ce que vous faites, vous, toi, en tant que prêtre, pour de la mission, disons pour nous? Parce que nous sommes avec nos règles, avec tout ce que nous sommes là. Qu'est-ce que tu fais pour nous rencontrer véritablement, pour tenir compte en fait de ce qu'on est en réalité? Parce qu'eux, ils s'identifient, si on peut dire, avec ce genre de choses. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est une question de survie à l'heure actuelle. Je ne suis pas dans des scénarios voilà, de catastrophe et tout ça, mais je me rends compte qu'en fait, vous parlez de la liberté. Je pose une question très simple. À l'heure actuelle, est-ce qu'on se permet de ne pas utiliser un système informatique pour vivre couramment, si on peut dire? On constate qu'en réalité, il y a certaines choses qu'on ne peut pas contourner. Elles font partie de notre vie. Même l'Igoumène Ephrem de mon auto, quand il a discuté avec mon fils, il a dit oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en dispenser, par exemple. Voilà. Donc, on se rend compte que ça fait partie. Donc, comment répondre? Donc, à la fois, il y a une pression de l'utilisation, à la fois, on veut résister. Résister, ça veut dire ne pas utiliser. Donc, vous voyez cette contradiction. Pour l'instant, je n'ai pas de solution miracle à l'heure actuelle. Mais moi, je ne pensais pas tellement à ne pas utiliser, c'est plus à discerner, par exemple. Discerner. Est-ce que là, je suis une victime du système? Parce que finalement, ça revient à vouloir me vendre des choses. C'est beaucoup une question de profit, en grande partie. Enfin, il y a quand même une question de profit, de consommation, voilà. Et est-ce que je suis victime? À quel moment je suis acteur ou pas victime, mais comment dire. Vous voyez, il y a un mot voilà, c'est ça. Alors, je suis les deux en même temps, souvent. Il y a un mot de sagesse qui dit si quelqu'un est gratuit, ça veut dire que vous êtes le produit. Et non, aujourd'hui, vraiment, le monde a changé. C'est impressionnant. C'est-à-dire, moi, je ne pense plus que je peux défendre mon enfant. Bon, à l'école, on nous a dit, vous savez, le soir, quand on se couche, pour retirer, voilà. Bon, j'ai tenté. L'année dernière, j'ai tenté. Mais je n'ai pas réussi, j'ai tenté. C'est-à-dire, je l'ai pris. Bon, avec discussion, avec tout ça. Le lendemain, il arrive en retard à l'école. Tu sais, papa, parce que voilà, n'a pas sonné et tout ça. Le lendemain encore, de nouveau, donc 2 jours consécutifs. Moi, je devais dire à l'école, vous savez, voilà, c'était, voilà, ça c'est arrivé, mais 2 fois consécutives, déjà c'est compliqué. Il faut que je le défende, il faut que je le couvre avec ce que je fais. Voilà, c'est ça. Mais on a réussi à en faire, on l'a installé au fur et à mesure. Mais après, à un certain moment, c'était pas ça finalement. Il y a toute une guerre qui me déclenche, et j'ai senti que je n'arrive pas à gagner son cœur. Et le vrai truc, c'est comment gagner son cœur. Ce qui a vraiment compté, c'est qu'on est allé au Moatos,
qu'il a senti et vu des choses et qu'on a pu, voilà, qu'on est sortis ensemble, on a pu être, voilà, une relation et tout ça. Il a joué du théâtre. Du théâtre, c'est l'antidote, si vous voulez, voilà, plonger dans le système informatique. Tu n'as plus d'empathie, comme ça, tu exprimes, tu fais des choses. C'est ça, ouais, mais c'est très peu finalement. Maintenant, il va à une salle pour faire de la musculation et tout ça. Voilà, j'essaie de. Finalement, il sort, il fait quelque chose de physique. Mais donc, j'ai 2 enfants, donc Maria, elle n'a pas besoin de tout ça. Un autre profil. Donc, il n'y a pas, je lui fais confiance 100%, c'est-à-dire, elle a trouvé un équilibre par rapport à tous ces systèmes-là. Mais elle est très loin des performances de mon fils, côté informatique. Très loin. Par contre, mon fils, quand il entre dans l'ordinateur, tu lui dis, j'aurais besoin de ça. Il sait utiliser des programmes différents que je connaissais même pas qu'ils existent. Il te fait des choses, par exemple, j'ai dû fabriquer à un certain moment une image et tout ça. Il m'a dit, mais papa, le gars, le contour, ça marche pas. Et c'est un programme qui te fait automatique ça, donc, il y a vraiment, c'est aussi des aspects positifs. Sauf que derrière ça, il y a un temps de sa vie investi énorme. Et donc, on ne sait pas ce que ça va donner dans sa vie. Par exemple, j'ai eu des cours quelque part, par exemple, quand je commençais à dire des choses, ils ne pouvaient pas suivre, pas longtemps. Quand je présentais des vidéos, on commentait ensemble les vidéos, ça marchait mieux. Moi, personnellement, je suis tellement exercer dans des petites informations comme ça, des petits films et tout ça. À l'heure actuelle, je dis, si je dois lire un volume entier, mais écoutez, je me surprends, je commence à avoir envie de dormir, je ne résiste pas, voilà, et tout ça. C'est impressionnant comment j'ai perdu la capacité. Je disais auparavant, mais des choses, vraiment beaucoup. À l'heure actuelle, on est tellement habitué avec des informations bon marché, si on peut dire, qui vont vite, que tu n'arrives plus à faire un petit effort de suivre vraiment un volume. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, j'imagine que oui, comme moi. Moi, par exemple, je fais partie de la direction technique dans une société. On écrit des documents qui doivent être lus par les gens. Et tu fais du texte, ça ne marche pas, ils lisent plus. Donc, tu fais des dessins. Les gens t'appellent pour avoir l'information parce qu'ils ne veulent pas aller chercher cette base de données, entre guillemets, elle nous sert à nous. Mais les gens veulent savoir sans avoir eu le temps de s'investir. Et la réalité est complexe, il y a besoin de la simplifier, mais quand tu simplifies, très souvent c'est faux, et c'est insoluble. Non, mais on arrive par exemple à la lecture d'un roman chez nous. Okay. Donc, par exemple, mon fils, il dit, voilà, mais c'est trop, 300 pages, 400 pages, mais il faut qu'il fasse la lecture, il a besoin pour son bac et tout ça. Oui, mais tu sais, moi j'ai trouvé des vidéos en ligne qui te font le résumé. Ça affiche active. Mais oui, c'est intéressant. Et avec le résumé comme ça, j'ai une autre possibilité de m'approcher du texte. Mais non, ça existe tout. Donc maintenant, il plonge dans les vidéos pour pouvoir faire ce que le texte faisait auparavant. Oui, déjà, c'est la question des outils et de la façon dont on l'utilise. Et la vidéo peut être un bon outil pour accéder au livre, mais la vidéo, en général, le visuel tue l'imagination. Exactement. Mais ça, il n'accepte plus. C'est-à-dire, il y a, je pense, beaucoup de jeunes à l'heure actuelle qui sont tellement habitués à suivre des vidéos que pour eux, apprendre, c'est de voir des vidéos, des tutoriels et tout ça. Bon, parfois, c'est très bien expliqué, je dis ça. Voilà. Sauf que, on n'arrive plus à avaler l'information de la façon qu'on on le faisait auparavant. Il y a un changement. Et donc, moi, je ne dis pas que c'est mauvais ou pas mauvais. Je dis tout simplement qu'il y a un changement dans notre humanité ou dans notre façon d'utiliser nos ressources. On ne fonctionne plus de la même façon. Ce que tu as dit tout à l'heure, la sauvegarde, c'est dans l'humain, c'est dans la relation humaine. Et seulement dans ça, avec le temps
de partir au monastère un moment donné, une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, des Dans vacances. les addictions, par exemple, on dit qu'il faut changer le milieu. Mm. Donc, par exemple, pour un enfant, question extrêmement concrète, si tu veux l'aider par rapport à tout ce qu'il fait, tu le sors de son milieu, tu pars quelque part avec lui. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est des questions, vous savez, la façon dont on pose le problème montre qu'en fait, on n'est pas à l'abri, c'est-à-dire nous n'avons pas des solutions vraiment qui nous confortent finalement. Au fur et à mesure, on essaie de répondre, mais on est là-dedans, c'est-à-dire, voilà, tout change. Donc, pour revenir, en fait, pour synthétiser, en fait, l'attractivité. Donc, dès que tu ouvres quelque chose d'informatique, mais l'attractivité, c'est comme les goûts, par exemple, dans les marchés. Par exemple, tu entres dans un magasin, par exemple, tu achètes quelque chose, mais on a amplifié, augmenté le goût, si on peut dire, de telle façon que ça t'attire d'abord au niveau du goût, et après tu regardes ce qu'il y a là-dedans, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il le faut? Une nourriture simple, avec des goûts qui ne sont pas amplifiés, si on peut dire, pour te rendre compte, en fait, que le monde peut être senti différemment. Et tu as besoin des gens qui sont normaux. Mais quand tout le monde est comme ça, quand tu vas à l'école et tout le monde fonctionne comme ça, voilà, c'est une question de résistance. Donc, l'Église nous donne tout ce qu'il faut. Donc, les prières, la confession, tout ce qu'on vit dans l'Église. Si on commence avec nos jeunes depuis leur tendre âge, moi je pense que c'est vraiment ça peut donner quelque chose d'énorme finalement pour leur vie. Et après, il faut pas, il y a une parole prophétique qui est sortie de Père, c'est le Père Kirill du monastère de Vatopédie. On n'entend pas souvent des paroles de sa part, mais c'est une personne très spéciale. C'est-à-dire, moi je sens que il est avec un pied ici, mais un autre pied qui est plus loin, si on peut dire. Et il dit, n'ayez pas peur pour vos enfants aujourd'hui, parce que si Dieu a fait que ces enfants viennent maintenant, c'est parce qu'ils auront les ressources nécessaires pour répondre à ce monde. Par contre, donnez-leur le courage d'affronter le monde et de vivre dans ce monde. Et c'est notre mission. Donc, tout ce qu'on présente ici, c'est la surface de l'océan, avec tant de difficultés, de possibilités. Mais la profondeur, ça ne bouge pas. La profondeur, c'est le Christ lui-même. Si on vit dans le Christ, on a vraiment réponse par rapport à tout ce qui peut bouger. Malgré les formes, la morphologie qui change tout le temps et qui peut t'impressionner, tout ça. Mais il y a un travail spirituel à faire. Et le travail, c'est les paroisses. C'est voilà, tout ce qui peut aider à organiser notre résistance par rapport à des tendances qui ne sont pas propres, ne sont pas dans le sens de l'humanité voulue par le Seigneur, parce que ça existe aussi. Vous disiez en introduction que juste le fait qu'on se rencontre, qu'on soit en présence physique, et après vous donniez l'exemple de Vasile qui a profité de ce genre de truc. Et qui a fait qui en ce moment fait de la musculation, etc., ou qui s'est retrouvé à la dose, donc déconnecté, et en tout cas une présence ailleurs dans un autre lieu qui permet de déconnecter avec l'addiction. Et je pense que c'est une dimension, je parlais avec Raresh Ionescu en psychiatrie, aujourd'hui c'est les camisole chimiques à quasiment 100%, et pas du tout d'attention à justement cette dimension corporelle que la liturgie offre, les processions, les prosternations, les entrées, etc. Toutes ces questions du mouvement liturgique et du corporel, et notamment, en carré, et du jeûne, etc. C'est-à-dire que le corps qui est réinvesti, alors ça peut être pour faire de la musculation dans une salle de sport, c'est aussi, je veux dire, c'est différent, mais en tout cas, c'est un chemin qui est, nous, je disais avec Odile en aparté, nous, on voit encore des jeunes qui passent 6 heures par jour à travailler un instrument et qui sont entièrement dans le corps, qui se font mal d'ailleurs, parfois aussi. Oui. Mais on peut parler d'addiction aussi, parce que on peut être addict à la musculation ou je ne sais pas quoi, un sport. En même temps, c'est vrai que on est en compte, nous, c'est un peu une question de vie ou de mort immédiate, c'est-à-dire que tu continues à travailler ton instrument tous les jours,
où tu changes de métier. Et le temps passé avec ton corps et ton instrument, avec un objet, et la relation aux autres, parce que c'est aussi la ligne de chant, c'est aussi la musique. Eh bien, ça, c'est incontournable et tu ne peux pas utiliser tellement ton ordinateur. Tu peux, parce qu'il y a il n'y a que les pauses qui te permettent de le faire. Il y a tout un travail corporel. Tu peux faire de l'analyse musicale, tu peux travailler sur aussi lire et voir des vidéos, des tutoriels, tout ce que tu veux, mais en tout cas, il y a des métiers, notamment les métiers d'artisanat, encore, donc c'est parti, qui, de manière incontournable, l'un de nos genres est ferronnier d'art, et lui, il fait du dessin, mais il faut que ces pièces de métal, qu'il les tord, qu'il les passe au chaud, etc., il y a encore des métiers qui reconnaissent. J'ai l'impression que au niveau du catéchisme, au niveau de l'initiation, tout ce qui est dimension corporelle, jardinage, la connexion avec la matière, Oui. dans une religion de l'incarnation, l'incarnation du Christ, le Verbe s'est incarné. J'aurais des milliers de choses à vous dire, mais imaginez 2 ou 3 petites choses. Imaginez un univers que nous on fabrique, c'est-à-dire l'humain fabrique un univers qui nous entoure, mais sans s'investir en Dieu, c'est-à-dire cet univers-là ne témoigne pas son créateur. Voilà. Mais quand il est dans la nature, j'ai discuté une fois avec Christos Yanaras et je lui ai dit, pensez-vous que la nature n'est pas une sorte de langage de la part de Dieu? Il a dit, ah, c'est beau ce que tu dis. Voilà. On l'a eu à la Christ une fois. Parce qu'en fait, quand tu es dans la nature, ça s'exprime, il y a quelque chose de profond qui vient de la part de celui qui a enchiffré cette nature. Mais quand tu es entouré par des produits uniquement faits par l'humain, qui n'ont jamais été confiés, disons, à quelque chose de plus grand que l'humain, si on peut dire. À un certain moment, ça exprime au maximum l'humain, mais un humain aussi déchu, si on peut dire. Mais tu comprends avec ton corps. Pardon. Tu comprends avec ton corps qui est créé. Oui, ton corps, oui, ça c'est sûr. C'est ce qui. Ça te reconnecte. Parce que l'activité physique, que ce soit le sport, que ce soit le travail corporel artisanal, on va dire, te reconnecte avec toi-même. Oui, en fait, peut-être c'est la question de l'artificiel et du naturel, les rapports entre l'artificiel et le naturel. L'artificiel, à l'heure actuelle, a une tendance à envahir, si on peut dire, notre vie. Et cette sensation de possibilité infinie, avec un double clic, on a tout est à disposition. Ça aussi, on peut dire énormément de choses, mais synthétisons, le scroll, c'est ce qui met l'infini, c'est-à-dire sans cesse, dans ta main. Mais un infini artificiel finalement, c'est-à-dire tu as tendance à ne plus t'arrêter, parce que tu vois. Mais la qualité de ta lecture par le scroll est une qualité extrêmement basse. En fait, on est... vous savez, il y a un volume qui est sorti ici en France, qui est quelque chose avec un poisson rouge. J'ai dit aussi une autre fois. Il y a des observations contemporaines qui disent qu'en fait, le poisson rouge d'un partie vocale comme ça, il ne peut pas se concentrer que 8 secondes. En fait, toutes les 8 secondes, il redécouvre le monde. Et en fait, les mêmes études ont constaté qu'en fait, les jeunes alimentés par les systèmes informatiques à l'heure actuelle, ça passe à 9 secondes, mais pas plus que cela. Donc, finalement, avec toutes les bonnes intentions du monde, nous, on est dans un monde qui change, et donc il faut c'est pas au niveau des intentions, mais qu'on arrive à faire quelque chose de nos vies, qu'on vit de telle façon que notre vie soit vraiment une réponse. Donc, le corporel, cultivons le naturel par rapport à l'artificiel. Ne soyons pas uniquement dans des mondes artificiels, par exemple. Ça peut se passer ici, on peut se contenter d'être... pourquoi? Parce que c'est un milieu de socialisation. C'est-à-dire, les jeux, c'est pas parce que mon fils veut plonger là-dedans, c'est parce qu'il rencontre des gens de partout dans le jeu. Oui, c'est ça. Donc, il y a une sorte de nouvelle socialisation. Et finalement, le développement d'un jeune, mais ça passe par le relationnel. Donc, s'il ne relationne pas, il ne peut pas se développer comme il faut. Mais par contre, le relationnel passe beaucoup à l'heure actuelle par l'informatisé. Donc, à un certain moment, si tu le coupes ça, il se sent amputé par rapport au relationnel, il ne se développe pas comme il faut. Donc,
c'est ici les pièges ou les difficultés aussi, il faut qu'on donne des réponses. Donc, il faut discuter d'une façon concrète. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Et moi, je pense que l'Église, vraiment, c'est un milieu avec tant d'intelligence, avec tant de bonnes des compétences, des bonnes intentions et tout ça, qu'on arrive ensemble de trouver des solutions. Vous avez parlé de métier, par exemple, avoir étudié un instrument et jouer et tout ça. Bon, moi, je constate dans ma vie qu'il faut qu'on se trouve sous la parapluie, si on peut dire, d'une bénédiction. C'est-à-dire que ma vie soit le fruit de la bénédiction que je porte de la part de mon Père. C'est pas au niveau de l'intelligence, ça. Je peux avoir les mêmes compétences, mais le simple fait que je suis porteur d'une bénédiction me donne, au niveau de possibilités personnelles, vraiment une autre approche. Je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire, finalement, à travers cette bénédiction. Si mon Seigneur Joseph me dit, je lui dis, est-ce que je peux participer ce soir à l'Outien? Il dit, non, mais c'est pas, ça, c'est pas bien, ça, je ne vois pas l'intérêt. C'est comme il a appliqué un produit qui détruit tout. Je ne peux rien faire, ça ne donne rien. Mais s'il me dit, mais oui, c'est très bien, je te donne la bénédiction, va, voilà. Selon sa bénédiction, les choses peuvent se faire. Donc, finalement, il y a une grande différence entre nos compétences et nos compétences inspirées. Parce que c'est comme Pierre qui allait, soit il faisait un cours de natation, soit il va sur les vagues, selon la puissance qui a été investie en lui pour pouvoir le faire. S'il commence à réfléchir avec sa tête, il se perd. Mais s'il est, il est en train de faire ce que Dieu fait de lui, ça change complètement la donnée. Et finalement, nos vies, la vie de couple, par exemple, moi je me suis rendu compte avec toutes les difficultés que j'ai pu expérimenter au moins de temps en temps, la vie du couple, c'est vraiment Pierre sur les vagues de la mer. C'est pas une entreprise uniquement humaine, si on peut dire. Dieu peut te porter de cette façon, et quand tu regardes ce que Dieu fait de toi, tu es surpris, mais c'est comme ça. Et apparemment, Saint Sophonie Sakharov, à un certain moment, il avait des disciples autour de lui. À un certain moment, il commence à lire et il dit, regardez, regardez ce qu'il a fait de moi. Regardez ce qu'il a fait de moi. C'est-à-dire les possibilités humaines, selon l'investissement de Dieu en nous, c'est un produit très différent par rapport aux autres possibilités, aux autres versions que je pouvais être selon. Donc ça, il faut l'expérimenter. Et les enfants doivent découvrir ça. Et on le découvre et ça fait la différence. Merci Luana à Roumanie. On lui a posé la question, mais comment on peut savoir qu'un enfant est bien catéchisé? Elle me donne une réponse impressionnante. S'il est devant un besoin et dans le danger, s'il sait demander l'aide de Dieu, c'est un enfant bien catéchisé. C'est pas au niveau de connaissance, au niveau d'information. Adrien Lemeni en Roumanie, il dit le niveau information, c'est le plus faible. Nous, avec les textos, c'est parmi les niveaux les plus faibles de communication entre nous. Il faut qu'on arrive, ce genre de rencontres, des échanges, qu'on vit des émotions ensemble, même si l'on a dit que si on ne vit pas des émotions, on ne change pas. Il faut que tout ça se produise et qu'on vit l'humain au plus haut niveau. Et qu'on ne se contente pas des simulacres, des choses que les systèmes différents nous proposent. On investit énormément de temps pour une communication vraiment rudimentaire et on perd de vue le fait qu'on peut vivre et communier avec les autres au plus profond, comme ça. Et ça, c'est l'expérience de l'Église, c'est pas autre chose. À transférer, à transmettre aux autres par notre propre vécu, c'est-à-dire vivons dans l'Église des moments profonds, des moments essentiels, des moments d'une beauté, la divine liturgie, vous avez évoqué tout à l'heure. Mais quand on sort d'une liturgie, quand on a vécu le beau, quand on a vécu le profond et tout ça, on est rempli de ça. Quand nous rencontrons quelqu'un d'autre, même dans la rue, mais on est porté par ça. On lui dit, mais écoutez, moi, je suis bien, pas à cause de moi. Je suis bien maintenant, je sens que j'ai vécu quelque chose qui m'accomplit. Et ce genre de témoignage est attirant aussi.
C'est très attirant transmissible. et transmissible. Voilà, et c'est ça qu'on doit faire. Marc Antoine, il veut faire depuis toute une vie ça. Je le soupçonne, mais je sens que c'est comme ça. Et en fait, c'est ça qu'on a besoin. On est artiste, faisons des concerts extraordinaires, inspirés. Je suis ingénieur, je fais des choses qui expriment en quelque sorte Dieu. Je ne sais pas, au niveau de la recherche de produits que je fais, au niveau de leur service pour l'humain, que ça peut soutenir les vies, qu'on aide quelqu'un qui peut être en danger. Voilà, que chacun d'entre nous, dans son métier, met à disposition des autres quelque chose où on sent que l'humain s'exprime. Et l'Église est une réalité splendide, parce qu'il y a des gens avec des compétences tellement différentes. Et l'expérience de l'Église depuis 2000 ans, c'est la même. Les gens trouvent dans l'Église une inspiration de pouvoir faire, même de façon professionnelle, exprimer cette grâce-là. Et ça devient très beau. Et ça change, voilà, ça change, ça se développe comme ça, dans des milieux qui se pas dans toutes les directions. Le levant, je ne sais pas comment. J'ai l'impression que la vie dans l'Église ne soit pas tellement culturelle que finalement, en sortant de l'Église, tout le reste peut être autre. C'est arrivé qu'on célèbre des événements extraordinaires, qu'on vive des liturgies extraordinaires, et qu'on se retrouve après à poursuivre la fête dans des conditions qui sont totalement très bizarres. On change de milieu peut-être, on change de milieu. On change de milieu, on change les gens qui sont autour de nous. Vous savez, à la confession, il y a tant de gens qui viennent et qui disent écoutez, moi je vécu quelque chose ici, mais vous savez, à la maison, au travail, ça c'est autre chose. C'est comme on a laissé Dieu à l'église et après nous on vit autre chose. Non, 24 heures sur 24, nous fonctionnons en Dieu, nous sommes en Dieu. Si on donne cette impression, si on donne cette perspective-là, j'étais en ligne avec l'Igoumène Ephrem et il me dit il faut prier sans cesse, il me dit. Moi, je regardais un petit peu ma vie, mais en même temps, je considère, c'est-à-dire sa parole, pour moi, c'est essentiel. Donc, je fais attention à sa parole au plus sérieux. S'il me dit quelque chose, moi, j'essaie de faire. Voilà. Et je dis, et si je n'arrive pas, qu'est-ce que je fais? Tu te réponds, c'est-à-dire tu mets le bon commencement, c'est-à-dire tu réponds. Tu réponds. Donc, il faut rendre grâce même dans ces moments-là et changer ses lunettes. Et même si ça ne nous plaît pas, peut-être rendre grâce quand même à Dieu pour ces moments qu'on sent peut-être différents. Il y a des moments qu'on utilise beaucoup l'intelligence, on ne peut pas prier, c'est sûr. Mais aussi dans les monastères, par exemple, il y a des moments où peut-être ils n'arrivent pas à prier tout le temps, mais les plus avancés, ils prient. Et moi, je vois la génération qui a commencé cette prière sans cesse il y a avant quelques années. Et j'expérimente comment une certaine jalousie spirituelle, si je peux dire comme ça, pour voir ce qu'ils peuvent faire à l'heure actuelle, comment ils vivent, comment ils s'expriment, comment ils sentent les choses. Donc, c'est une question de s'appliquer ou pas, de vouloir faire. C'est tout, finalement. Si, par exemple, quelqu'un veut faire la prière, si, par exemple, je monte dans la voiture quand je rentre, qu'est-ce que ça m'empêche de prier? Mais je ne dis pas, je ne le fais pas comme un exercice obligatoire. Si c'est obligatoire, très raté pour moi. Ce n'est pas obligatoire. J'ai une chance de dire au moins un Kyrie eleison une fois, de gagner un Kyrie eleison devant Dieu. Si je peux dire le deuxième, je dis le deuxième. Si je peux dire le troisième, je dis le troisième. Si j'en n'arrive pas, je dis Seigneur, je n'arrive pas, aie pitié de moi. Mais aussi, ça, c'est une prière. Vous voyez? Donc, si je suis dans cette logique de pouvoir gagner 1 seconde, 2 secondes, 30 secondes, par exemple, en Dieu, en certain moment, si ça se multiplie, mais ça change ma capacité d'affronter des choses qui arrivent. Parce qu'avec un certain état d'esprit, je vais pouvoir faire face à des menaces qui viennent différemment, avec un autre pouvoir. Ça, c'est ce que je me propose. Après, je ne dis pas que j'ai réussi. Mais quand même, il faut se proposer, il faut se proposer aussi sérieusement de faire des choses. Parce que la vie, ça passe tellement vite qu'on n'arrive plus. Pardonnez-moi. Merci.
Ça ne ressemble pas trop peut-être par rapport à ce que j'ai dit à l'université de Genève. Provisoirement. Vous pouvez inviter une fois, c'est encore différent. J'ai un peu peur que je ne pourrais jamais répéter ça. Voilà. Non, l'algorithme est faussé. Merci. Merci beaucoup.